Bienvenue sur la chaîne Michael Wallace, où les histoires vraies ou inspirées vous touchent au cœur. Imaginez une enfance douce dans une ville bruyante, où les rires familiaux réchauffent un modeste foyer. Puis, la fortune frappe. Un empire naît, mais emporte avec lui la chaleur humaine. Emmanuel, adolescent perdu dans un palais vide, croise Madame Véronique, une voisine énigmatique. Une amitié naît, mais glisse vers un amour interdit, semant chaos et révélation. Plongé dans cette saga de solitude, illusion et résilience, une leçon sur le vrai prix du bonheur. Dans une ville où le vacarme des klaxons se mêle aux appels des marchands ambulants, où les odeurs de pain frais et d'essence brûlée imprègnent l'air, Emmanuel grandit comme une fleur fragile au milieu du béton. Fils unique de Jeanne et Olivier, un couple de travailleurs modestes, il connaît les joies simples qui font les souvenirs indélébiles. Leur appartement exigu, au 3e étage d'un immeuble défraîchi du quartier ouvrier, sent toujours la soupe aux légumes que Jeanne prépare avec amour chaque soir. Les murs, tapissés de papier jauni, semblent vibrer d'une chaleur inaltérable, malgré les factures qui s'empilent et les fins de mois difficiles. Emmanuel, à peine âgé de 8 ans à cette époque, chérit ces moments comme des trésors. Les vendredis soirs sont sacrés. Soirée cinéma improvisée dans le salon minuscule. Olivier, menuisier de métier, rentre les mains encore imprégnées de sciure de bois, et Jeanne sort le vieux projecteur prêté par un voisin. Du pop-corn maison éclate dans la poêle, et ils s'installent tous les trois sur le canapé usé, blotti sous une couverture rapiécée. Les films en noir et blanc défilent, des classiques comme Casablanca ou Le Dictateur de Chaplin, et ils rient aux mêmes répliques connues par cœur. « Regarde, fiston, c'est là que Bogart dit sa fameuse phrase !» s'exclame Olivier, les yeux pétillants. Emmanuel, niché entre ses parents, sent une sécurité absolue, un cocon où le monde extérieur n'a pas sa place. Les dimanches, c'est une autre rituel. Main dans la main avec son père, Emmanuel arpente le parc municipal, ce poumon vert au milieu de la jungle urbaine. Olivier raconte ses histoires de jeunesse, comment il a construit sa première étagère à l'âge de 10 ans, ou les bêtises avec ses frères dans le même quartier. La vie, c'est comme un meuble, Emmanuel. Il faut des bases solides, du bon bois, et beaucoup d'amour pour le polir, dit-il en pointant un arbre centenaire. Jeanne parfois les rejoint avec un pique-nique frugal, sandwich au jambon, pommes croquantes et thermos de chocolat chaud. Emmanuel écoute, fasciné, imaginant son père comme un héros invincible. Le monde est beau, doux, réconfortant. Pas de soucis majeurs, juste l'amour qui unit cette petite famille contre les tempêtes de la vie. Mais la vie, implacable et changeante, a d'autres plans. Olivier, avec son petit atelier de menuiserie niché dans une ruelle étroite, bricole des meubles sur mesure pour les voisins. Un jour, un client influent, un architecte renommé, commande une série de tables en chêne massif. Le bouche à oreille fait le reste. Les commandes affluent, d'abord locales, puis régionales. L'atelier grandit, embauche des apprentis, s'équipe de machines modernes. En l'espace de quelques mois, ce qui n'était qu'un hobby devient une entreprise prospère. Olivier, les yeux brillants d'ambition, investit tout. Ses économies, des prêts bancaires, des nuits blanches. « C'est pour nous, pour toi, mon fils », confie-t-il à Emmanuel un soir, en rentrant couvert de sueur mais souriant. Bientôt, l'usine naît. Un hangar immense en périphérie où des dizaines d'ouvriers façonnent des meubles de luxe. Commodes en acajou, lits à baldaquin, bibliothèque sculptée. Les contrats avec des hôtels 5 étoiles pleuvent. La fortune frappe comme un coup de tonnerre. En 2 ans à peine, la famille déménage. Adieu l'appartement modeste. Bonjour la villa gigantesque dans le quartier huppé de la colline verdoyante. Un palais moderne, aux lignes épurées, avec piscine à débordement, garage pour 4 voitures et un jardin paysager où des fontaines murmurent jour et nuit. Les voyages s'enchaînent, Paris, New York, les plages de Bali. Emmanuel, âgé de 12 ans maintenant, découvre les voitures de sport.
une Porsche pour son père, un cabriolet Mercedes pour sa mère, et les garde-robes remplis de marques de luxe. Au début, c'est un rêve éveillé. Emmanuel explore les pièces immenses, saute sur le trampoline du jardin, invite des cousins pour des pool-parties. « Regarde, maman, c'est comme un château !» s'exclame-t-il en courant dans les couloirs marbrés. Jeanne, rayonnante dans ses nouvelles robes de couturier, organise des dîners avec des amis influents. Olivier, costume sur mesure, passe des appels internationaux depuis son bureau panoramique. Mais peu à peu, les fissures apparaissent. Les repas en famille, remplacés par des dîners d'affaires ou des événements mondains. Jeanne, autrefois si présente, est désormais plongée dans l'organisation de galas de charité, absente des jours entiers. Olivier, débordé par les réunions et les expansions, une nouvelle usine à l'étranger, des partenariats avec des designers italiens, rentre tard, épuisé et s'enferme dans son bureau. La maison, splendide, est vide. Emmanuel erre dans les couloirs froids, où les échos de ses pas résonnent comme des reproches. Les vendredis soirs, oubliés. Le pop-corn maison cède la place à des traiteurs livrant des sushis raffinés, mais mangés seuls devant la télé géante. Les dimanches au parc, remplacés par des leçons de tennis privées ou des cours d'équitation. Emmanuel change d'école, un établissement privé élitiste, où les élèves sont des héritiers de grandes familles. Là, on parle yachts, jets privés, vacances à Saint-Barth. Emmanuel, fils d'un ancien artisan devenu nouveau riche, peine à s'intégrer. « Ton père fait des meubles, genre, comme Ikea ?» ricane un camarade lors de la pause. Les rires fusent, il essaie de se fondre, adopte les marques, imite les accents, mais plus il force, plus il se sent invisible. Un décalé, un intrus. Les soirs, dans sa chambre immense avec vue sur la ville scintillante, Emmanuel fixe le plafond. Les rires ont disparu. Pas d'amis véritables, juste des connaissances superficielles. Il observe par la fenêtre les enfants de son ancien quartier, jouant au foot dans la rue, insouciants. « Pourquoi ai-je tout ça et pourtant rien ?» se demande-t-il, les larmes aux yeux. La richesse a apporté le confort, mais emporté l'essentiel. L'attention, la chaleur, le sentiment d'être vu. Un après-midi d'automne pluvieux, alors qu'Emmanuel erre dans le jardin, une voiture noire s'arrête devant la grille en fer forgé. Une silhouette élégante en descend, Madame Véronique, la voisine. Femme d'une quarantaine d'années, veuve d'un industriel, elle vit dans une maison voisine, discrète mais luxueuse. Cheveux châtains attachés en un chignon sophistiqué, tailleur impeccable, elle s'approche avec un sourire doux. « Je t'ai vu souvent ici, seul, à regarder le monde passer. Qu'est-ce qui te tracasse, jeune homme ?» Emmanuel, 13 ans maintenant, hésite. Les adultes de son entourage sont distants, calculateurs. Mais quelque chose en elle, une humanité sincère, le met à l'aise. « Je suis seul, » avoue-t-il après une pause. « Mes parents sont toujours absents. Cette grande maison, il n'y a plus de place pour les rires. Je me sens si invisible. » Madame Véronique le regarde intensément, un mélange de tristesse et de compréhension dans ses yeux verts. « Je comprends, tu sais. La richesse peut isoler autant que la pauvreté. Viens donc prendre un thé un jour, si tu veux parler. » Ce fut le début. Les jours suivants, Emmanuel retrouve Madame Véronique après l'école. Sa maison, paradoxalement plus accueillante que son manoir, avec des meubles anciens, des livres partout, une cheminée crépitante, devient un refuge. Elle lui parle simplement, de la vie, des illusions de l'argent. « Les gens viennent à toi pour ce que tu as, pas pour qui tu es, » dit-elle un jour, en versant du thé dans des tasses en porcelaine. Emmanuel boit ces paroles, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'on l'écoute vraiment. Leur routine s'installe. Promenade dans des cafés cosy, visites au théâtre local où il commente les pièces, expositions d'art où elle explique les symbolismes. Emmanuel redécouvre la joie simple. Mais au fond de lui, une graine de confusion germe. Madame Véronique, avec sa beauté sereine et sa sagesse, comble un vide. Est-ce de l'amitié ou autre chose? Il ne sait pas encore,
Mais ce chapitre de solitude touche à sa fin. Ou peut-être pas. Les semaines écoulent comme des pages arrachées un calendrier trop grand. Emmanuel, 13 ans et demi, court désormais vers la grille de Madame Véronique dès la sonnerie finale de l'école privée. Il n'a plus besoin d'excuses. Ni devoir à faire, ni cours de rattrapage. Il sait qu'elle l'attend. Toujours la même tasse de thé fumant, toujours le même fauteuil en velours élimé où il s'enfonce comme dans un nid. La maison de Véronique sent le bois ciré, la lavande séchée et, parfois, le gâteau aux pommes qu'elle sort du four juste pour lui. « Mange, mon grand. Tu es tout maigre dans ces uniformes trop chics, dit-elle en riant. Et il rit aussi, un rire qu'il n'en avait plus entendu sortir de sa propre gorge depuis des lustres. À la maison, le silence est devenu une matière tangible. Les pas d'Olivier résonnent dans le hall à 23h17 précise. Emmanuel a chronométré, puis plus rien jusqu'au lendemain 6h42, quand le moteur de la Porsche rugit dans l'allée. Jeanne, elle, est un fantôme en robe de soirée. Elle passe, parfumée, embrasse l'air à côté de la joue de son fils, murmure « Sois sage », avant de disparaître dans une limousine noire. Les domestiques, Maria la cuisinière et Pedro le chauffeur, sont les seuls à lui adresser la parole. « Monsieur Emmanuel, vous voulez des lasagnes ce soir ?» demande Maria. Il hoche la tête, mais il mange seul, à la table de 12 places, sous le lustre en cristal qui coûte plus cher que l'ancien appartement entier de ses parents. Avec Véronique, c'est différent. Elle pose des questions précises, comme si elle creusait un puits dans son âme. « Raconte-moi ton pire souvenir d'enfance heureuse », demande-t-elle un jour. Il parle du jour où son père avait construit une cabane dans le parc, avec des planches récupérées derrière l'atelier. Ils y avaient dormi une nuit, tous les trois, sous une couverture trouée, à écouter les grillons. Véronique écoute, les yeux mi-clos, et quand il finit, elle dit simplement « Tu vois, l'argent n'a pas effacé ça. Il l'a juste recouvert de poussière. » Il sent les larmes monter, mais il les ravale. Ici, il a le droit d'être faible. Leur relation s'épaissit comme une crème anglaise. Un mardi de novembre, elle l'emmène au vieux cinéma d'art et d'essai du centre-ville, celui avec les sièges en cuir craquelé et l'odeur de moquette humide. Il regarde L'âge des possibles de Pascal Ferrand. À l'écran, des adolescents se cherchent, se trompent, s'embrassent maladroitement. Emmanuel sent la main de Véronique effleurer la sienne sur l'accoudoir. Il ne retire pas la sienne. À la sortie, sous la pluie fine, elle lui offre un parapluie rouge. « Pour que tu ne prennes pas froid dans ta grande maison vide, » dit-elle. Il rentre trempé jusqu'aux os, mais le parapluie rouge trône désormais sur son bureau comme un drapeau de guerre. Les signes s'accumulent, subtils mais brûlants. Le jour où elle lui apprend à faire des crêpes et que, en retournant la pâte, leurs mains se frôlent plus longtemps que nécessaire. La fois où il s'endort sur le canapé après une grippe et qu'il se réveille avec une couverture en cachemire sur les épaules et elle m'odeur de son parfum sur elle un oreiller. Le soir où elle lui lit un poème de Baudelaire à voix basse et que sa voix se brise sur le vers « Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais ». Emmanuel commence à rêver d'elle. Des rêves flous où il court dans les couloirs de sa villa, mais les portes s'ouvrent sur le salon de Véronique, et elle est là, les bras ouverts. Il se réveille en sueur, le cœur cognant, une chaleur coupable dans le ventre. Il a 13 ans, bientôt 14. Il sait que c'est mal, mais il ne sait pas encore pourquoi c'est mal. Un après-midi de décembre, la neige tombe drue sur la colline. L'école est fermée pour intempéries. Emmanuel prétexte une sortie chez un camarade et file chez Véronique. Elle l'accueille en peignoir de soie crème, les cheveux encore humides de la douche. « Entre, tu vas geler !» Le feu crépite. Elle lui sert un chocolat viennois avec des guimauves fondantes. Ils s'assoient par terre, dos contre le canapé, comme deux conspirateurs. Elle sort un vieux jeu de cartes. « Tu connais le tarot ?» Il secoue la tête. Elle tire 3 cartes. L'amoureux, la tour, le pendu. « Choix, destruction, sacrifice », murmure-t-elle. Il rit nerveusement. « C'est pour moi ?» Elle ne répond pas,
mais ses yeux brillent d'une lueur étrange. Ce soir-là, pour la première fois, elle lui parle d'elle. Vraiment. J'avais 25 ans quand j'ai épousé Charles. Il avait 42. Il m'a tout donné. Cette maison, les voyages, les robes. Mais il ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Un jour, il est mort dans un accident de voiture. J'ai hérité de tout et de rien. Elle se tait. Emmanuel pose sa main sur la sienne, timidement. Elle ne la retire pas. Tu es la première personne qui me regarde comme si j'existais, dit-il. Elle tourne la tête, lentement, et leurs regards se verrouillent. Le feu craque. La neige tombe en silence dehors. Elle se penche. Pas beaucoup, juste assez pour que leurs fronts se touchent. « Emmanuel » souffle-t-elle. Il sent son souffle chaud sur sa joue. Il ferme les yeux. Le baiser ne vient pas. Pas encore. Elle se redresse, comme si elle se réveillait d'un rêve. Il est tard. Tu devrais rentrer. Il part, les lèvres en feu d'un baiser qui n'a pas eu lieu, mais qui brûle déjà en lui. À la maison, tout bascule. Maria, la cuisinière, a vu Emmanuel revenir à pied sous la neige, sans manteau, le parapluie rouge à la main. Elle en parle à Pedro. Pedro en parle à Jeanne, de retour d'un gala à 2 heures du matin. Le lendemain, Olivier convoque son fils dans le bureau. Les stores sont baissés. L'air sent le cigare froid. « Tu fréquentes la voisine, Madame Véronique de Saint-Laurent ?» Ce n'est pas une question. Emmanuel blêmit. C'est une amie. Elle m'écoute. Olivier tape du poing sur le bureau. Elle a 43 ans. Tu en as 13. Tu te rends compte du scandale? Jeanne entre, les yeux rougis. On t'a vu, Emmanuel, plusieurs fois. Les domestiques parlent, les voisins jasent. Emmanuel sent la panique monter. Vous n'étiez jamais là. Vous m'avez laissé seul dans cette prison dorée. Elle, au moins, elle me voit. Olivier se lève, imposant. Ça s'arrête maintenant. Tu ne la verras plus, jamais. Cette nuit-là, Emmanuel ne dort pas. Il écrit une lettre sur un papier à en-tête de l'entreprise familiale. Véronique, ils veulent nous séparer. Je ne sais pas ce que je ressens, mais je sais que sans toi, je ne suis plus rien. Viens me chercher. N'importe quand. Je t'attendrai. Emmanuel. Il glisse la lettre sous la porte de la maison voisine à 3h17 en pyjama, pieds nus dans la neige. Il ne voit pas la silhouette qu'il observe depuis la fenêtre du premier étage. Véronique ramasse la lettre, la lit à la lueur d'une lampe de chevet et pleure en silence. Le lendemain, elle ne répond pas à ses appels. Ni le surlendemain. Emmanuel frappe à sa porte. Personne. Il attend des heures sous la pluie. Rien. Le chapitre se termine sur cette absence. Emmanuel, trempé devant la grille fermée, comprend que le réconfort a un prix, et que ce prix, il va le payer cher. Tombe comme une hache. 3 jours, sans un mot, sans un regard, sans le moindre signe de vie derrière les volets clos de la maison voisine. Emmanuel, 14 ans dans 3 semaines, vit désormais dans une prison aux murs dorés. Son téléphone est confisqué. Son ordinateur est verrouillé par un mot de passe parental. Pedro, le chauffeur, le dépose à l'école à 7h45 et le récupère à 16h15 précise. Pas une minute de liberté. Maria, la cuisinière, a reçu l'ordre de ne plus le laisser sortir seul. Même le jardin est surveillé. Un vigile en civil, déguisé en jardinier, taille les haies avec une régularité suspecte. Emmanuel ne mange plus. Il dort à peine. Dans sa chambre, il a scotché la lettre qu'il n'a jamais reçue de réponse. Il la relit 100 fois, cherchant un indice, une faute d'orthographe, un mot codé. Rien. Juste son propre désespoir ancre sur papier. Il a tenté d'escalader la grille de la propriété à 2 heures du matin. Les caméras de surveillance l'ont repéré. Olivier l'a ramené par le bras, sans un mot, juste un regard de glace. Depuis, la fenêtre de sa chambre est vissée de l'extérieur. À l'école, les rumeurs courent plus vite que les ballons de foot. « T'as vu le fils du menuisier ?» Il sortait avec la veuve Saint-Laurent. Paraît qu'elle l'a embrassé. Mon père dit que c'est dégueulasse. Emmanuel marche tête baissée. Il n'a plus d'amis. Même les profs le regardent différemment.
comme s'il portait une tache indélébile. Lors du cours de français, on étudie Phèdre. La prof lit à voix haute. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Emmanuel vomit dans les toilettes juste après. Le 4e jour, il craque. Il vole le double des clés du garage dans le tiroir de Pedro. À 5h47, avant que quiconque ne se réveille, il enfourche le vieux vélo de Maria, le seul qui n'a pas de traceur GPS, et pédale comme un fou dans la descente enneigée. Les pneus dérapent, il tombe, se relève, les genoux en sang. Il arrive devant la grille de Véronique à 6h12, il tambourine, il hurle. « Ouvre! C'est moi !» Une lumière s'allume au premier étage. Véronique apparaît à la fenêtre, en robe de chambre, les cheveux défaits. Elle ouvre la fenêtre, mais ne descend pas. « Va-t'en, Emmanuel. » Sa voix est rauque, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Je t'en supplie, juste une minute. » Elle hésite, puis referme la fenêtre. Il reste planté là, dans la neige qui tombe drue, jusqu'à ce que Pedro le retrouve à 7h03, le ramasse comme un paquet et le ramène à la maison. Olivier l'attend dans le hall, bras croisés. « Tu veux détruire ta vie? La nôtre? » Emmanuel, trempé, grelottant, lève les yeux. « Vous avez déjà tout détruit. » Ce soir-là, la sentence tombe. Un internat en Suisse. Départ dans 48 heures. « Pour ton bien, » dit Jeanne, la voix brisée. Emmanuel ne répond pas. Il monte dans sa chambre, ferme la porte à clé, et pour la première fois, il pleure. Pas des larmes d'enfant. Des larmes d'adulte qui comprend que l'amour, parfois, est une cellule. Mais la nuit porte conseil. Et des plans. À 23h47, il reçoit un SMS sur un vieux téléphone à clapet qu'il avait caché dans une boîte à chaussures. Numéro inconnu. Minuit. Derrière le mur est, près du vieux chêne. Je t'attends. V. Son cœur explose. Il enfile 3 pulls, un bonnet, des gants. Il descend par la gouttière. Il a regardé des tutoriels sur YouTube avant que son ordi ne soit bloqué. Il atterrit dans la neige avec un plof étouffé. Il court. Les lumières de la villa s'éloignent. Il arrive au mur est, là où les caméras ne couvrent pas. Véronique est là, pas en robe de chambre. En manteau de laine noire, écharpe rouge, valise à la main. « Monte !» dit-elle en ouvrant le coffre d'une vieille Peugeot garée dans l'ombre. Emmanuel obéit sans réfléchir. Elle démarre. Les phares balèrent la neige. Ils roulent en silence pendant 10 minutes. Puis elle gare sur un chemin forestier. « On a 5 minutes. Après, je te ramène. » Il la regarde, incrédule. « Tu venais me chercher ?» Elle secoue la tête. « Non, je viens te dire au revoir. Pour de bon. » Elle sort une enveloppe de son manteau. Dedans, un billet de train pour Lyon, un peu d'argent, une fausse carte d'identité au nom de Émile Valois, 17 ans. Tu prends le train de 6h12. Tu changes à Lyon. Tu vas chez ma cousine à Annecy. Elle t'héberge 6 mois. Après, tu te débrouilles. Emmanuel tremble. Moi, je disparais. J'ai déjà tout organisé. Charles avait des comptes offshore. Je vais en Argentine. On ne me retrouvera pas. Elle pose une main sur sa joue. Tu es un feu, Emmanuel, un feu qu'on n'éteint pas. Mais ici, ils te noieront. Pars, vis, aime, mais pas moi, jamais moi. Elle l'embrasse, pas sur la joue, sur la bouche. Un baiser bref, brûlant, salé de larmes. Puis elle le pousse hors de la voiture. Cours! Il court. Il court dans la neige, les poumons en feu, la valise cognant contre sa hanche. Il arrive à la gare à 6h09. Le train est là. Il monte. Les portes se ferment. Il regarde par la fenêtre. Véronique est restée sur le quai, immobile, écharpe rouge au vent. Elle lève la main. Il lève la sienne. Le train démarre. Emmanuel s'effondre sur un siège. Il ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, une photo, eux deux. Dans le café au bois ciré, riant devant un chocolat chaud. Au dos, elle a écrit « Tu n'étais pas une erreur. Tu étais un début. » Il pleure. Le train file dans la nuit. La neige efface les traces.
À 7h12, Olivier découvre la chambre vide. À 7h15, il appelle la police. À 7h18, Pedro trouve la Peugeot abandonnée sur le chemin forestier. À 7h21, Véronique est déjà dans un taxi pour l'aéroport, billet pour Buenos Aires en poche. Emmanuel, lui, regarde défiler les sapins. Il a 14 ans, il est seul, il est libre. Et il ne sait pas encore que ce n'est que le début du chaos. Emmanuel est assis côté couloir, valise sur les genoux, le goût du baiser de Véronique encore sur les lèvres. Il n'a pas dormi. Il n'a pas mangé. Il n'a plus de nom. Sur la fausse carte d'identité, il est Émile Valois, 17 ans, étudiant en arts plastiques. Il répète la phrase dans sa tête comme une prière. Étudiant en arts plastiques. Étudiant en arts plastiques. À Lyon par Dieu, il change de train. Il achète un sandwich au thon avec les 50 € que Véronique a glissés dans l'enveloppe. Il le mange dans les toilettes, debout, pour ne pas s'asseoir à côté de quelqu'un qui pourrait poser des questions. Il a peur de tout. Des contrôleurs, des voyageurs, de son propre reflet dans la vitre. Il a les yeux rougis, les cheveux en bataille, le blouson déchiré à l'épaule. Il ressemble à un fugueur. Il est un fugueur. Le second train, un TER régional, est bondé d'ouvriers et d'étudiants. Il se cale dans un coin, capuche rabattue, écouteurs dans les oreilles, sans musique, juste pour faire croire qu'il est ailleurs. À chaque arrêt, il sursaute. À chaque contrôleur, il retient son souffle. Quand on lui demande son billet, il le tend d'une main tremblante. Le contrôleur le regarde à peine. « Bonne journée, jeune homme !» Emmanuel expire pour la première fois depuis des heures. Annecy, 10h47. La gare est petite, propre, entourée de montagnes enneigées. Il sort dans l'air glacé. Le lac est là, gris acier sous un ciel bas. Il n'a jamais vu autant de beauté en silence. Il suit les instructions écrites au dos de la photo. Bus 4. Direction Verrier-du-Lac. Descends à l'arrêt Les Tilleuls. Maison bleue, volet blanc. Sonnette cassée, frappe 3 coups lents, 2 rapides. Cousine. Marthe. Mot de passe. Les cygnes dorment en hiver. Il trouve le bus. Il monte. Il paie avec des pièces. Il s'assoit au fond. Il regarde les chalets défiler, les sapins lourds de neige, les gens qui vivent comme si le monde n'était pas en train de s'écrouler quelque part derrière eux. Les Tilleuls. Il descend. La maison bleue est là, nichée au bout d'un chemin de gravier. Il frappe. Toc, 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 toc. La porte s'ouvre sur une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris coupés courts, lunettes rondes, tablier taché de peinture. Les cygnes dorment en hiver, murmure-t-il. Elle le regarde longuement. Puis elle ouvre grand la porte. Entre, Émile. Marthe ne pose pas de questions. Elle lui donne une chambre mansardée avec vue sur le lac. Un lit simple, une armoire, un bureau. Une odeur de térébenthine et de bois flotté. Tu dors. Tu manges. Tu peins. Tu ne sors pas avant que je te le dise. D'abord des gribouillis, puis des portraits. Véronique, sa mère, son père. Lui-même, les yeux vides. Marthe ne commande pas. Elle hoche la tête. Elle lui donne du pain, du fromage, du chocolat chaud. Elle lui apprend à faire du feu dans la cheminée. Elle lui parle peu. Mais elle est là. Les jours deviennent des semaines. Il ne regarde plus les infos. Il sait que ses parents ont lancé un avis de recherche. Il sait que la police le cherche. Il sait que Véronique est peut-être déjà à Buenos Aires, ou morte, ou les deux. Il ne sait plus. Un soir de janvier, Marthe entre dans l'atelier avec une enveloppe. Poste restante, pour toi. Dedans, une carte postale. Buenos Aires, obélisque sous un ciel violet. Au dos, une écriture qu'il reconnaît,
Je vis. Je peins. Je pense à toi tous les jours. Ne me cherche pas. Deviens quelqu'un. V. Il pleure. Il range la carte dans une boîte à chaussures sous son lit. Il ne pleure plus après ça. Il commence à vivre. Il va au lycée public d'Annecy sous le nom d'Émile Valois. Il est bon en dessin, moyen en maths, nul en sport. Il se fait un ami. Léo, un gamin de terminale qui fume des clopes derrière le gymnase et rêve de devenir réalisateur. Léo ne pose pas de questions. Il dit juste « T'as l'air d'avoir vécu 1000 vies, mec ». Emmanuel sourit. Il ne dit pas que c'est vrai. Un matin de mars, Marthe l'appelle dans la cuisine. Ils savent. Elle lui montre un article sur son téléphone. Disparition d'Emmanuel D, 14 ans. La piste de la voisine toujours privilégiée. Photo de lui à 12 ans, souriant, en costume de Noël. Photo de Véronique, élégante, à un gala. Photo de la villa, entourée de rubans jaunes. Il tremble. Je dois partir. Marthe secoue la tête. Non, tu restes. J'ai parlé à un avocat, tu as 14 ans. Tu es sous ma garde provisoire. Tes parents ont signé un papier comme quoi tu étais en stage artistique à l'étranger. Ils ne veulent pas de scandale. Ils veulent que tu disparaisses. Proprement. Il la regarde, abasourdi. Pourquoi? Parce que l'entreprise d'Olivier est en bourse. Un fils fugueur avec une femme de 43 ans? Ça fait chuter l'action de 12%. Il préfère te payer des études que de te ramener. Il rit. Un rire amer, adulte, qui ne lui ressemble pas. Il reste. Il grandit. Il passe son brevet. Il entre en seconde. Il expose ses toiles dans une galerie locale sous le nom d'Émile Phi. Il vend une peinture, un portrait de Véronique, les yeux fermés, intitulé « L'absente », pour 800 €. Il achète un billet d'avion pour Buenos Aires avec. Il ne l'utilise pas. Il le brûle dans la cheminée. Un soir d'avril, il reçoit un second colis. Pas de carte postale. Une cassette VHS. Sur l'étiquette, « Pour Émile. À regarder seul. » Il n'a pas de magnétoscope. Il en trouve un dans une brocante. Il branche tout dans l'atelier. Il appuie sur play. L'image tremble. Véronique, assise sur un balcon, Buenos Aires derrière elle. Elle a coupé ses cheveux. Elle porte un t-shirt blanc. Elle sourit. « Salut, toi. Si tu regardes ça, c'est que tu es en vie. Je ne reviendrai pas. Je ne peux pas. Mais je voulais que tu saches. Tu m'as sauvée. Pas l'inverse. J'étais morte à l'intérieur. Tu m'as rappelé que j'existais. Maintenant, vis. Aime. Peins. Et si un jour tu passes par ici, cherche la Casa Rosada au coucher du soleil. Je serai peut-être là. Ou pas. Peu importe, tu seras toi, et ça suffira. » Elle embrasse l'objectif. L'image s'éteint. Il regarde la cassette jusqu'à ce qu'elle s'use. Il ne pleure plus. Il range la cassette dans la boîte à chaussures avec la carte postale. Il ferme la boîte. Il sort dans le jardin. Il prend un pinceau. Il peint le lac. Il peint le ciel. Il peint lui. Il a 15 ans. Il est vivant. Il est seul. Il est libre. Mais la liberté a un prix. Annecy, avril 2030. Le printemps explose sur le lac. Les cerisiers pleurent des pétales roses sur l'eau. Les cygnes glissent comme des fantômes blancs. Emmanuel, non. Émile Valois, 19 ans, étudiant aux Beaux-Arts de Genève, descend du train de 17h42. Il porte un sac à dos en cuir usé, une veste en jean tachée de peinture et une cicatrice fine sur la pommette gauche, souvenir d'une chute en skate à Lyon. Il n'a plus l'air d'un enfant perdu. Il a l'air d'un homme qui a choisi ses chaînes. Marthe l'attend sur le quai, les bras croisés, un sourire en coin. « T'as grandi, gamin. » Il l'embrasse sur les 2 joues. « T'as vieilli, vieille. » Il rit. C'est leur rituel. Il revient pour une raison précise. Sa première exposition solo. Galerie des Cygnes, Annecy. Vernissage ce soir. 20 toiles. Toutes intitulées d'un seul mot. Absence, regret, feu, neige. Véronique. Il a vendu la dernière pour 12 000 € à un collectionneur suisse. Il a payé ses études. Il a payé la maison de Marthe. Il a payé sa liberté.
Mais il revient aussi pour une autre raison. Une lettre. Reçue il y a 3 mois. Papier crème, encre noire, écriture tremblante. Émile, je suis malade. Leucémie. Je ne veux pas de pitié. Je veux te voir. Une dernière fois. Pas pour revenir en arrière, pour fermer le livre. Je serai à la Casa Rosada, Buenos Aires, le 15 avril à 18 h. Si tu viens, viens. Si tu ne viens pas, je comprendrai. V. Il n'a pas répondu. Il a pris l'avion. Il est allé à Buenos Aires. Il a trouvé la Casa Rosada au coucher du soleil. Elle n'était pas là. Juste une enveloppe scellée sur un banc. Dedans, une clé USB et une note. Regarde ça chez toi, puis brûle-la. Il est rentré. Il a regardé. Il a brûlé. Ce soir, il expose. Ce soir, il ferme le livre. 19h12. Galerie des Cygnes. La salle est pleine. Journalistes locaux, étudiants, collectionneurs. Marthe en robe noire, fière comme une mère. Léo, son vieil ami, filme tout avec une caméra vintage. Emmanuel, Émile, fait le tour des toiles. Il s'arrête devant la dernière. Véronique, 2030. Un portrait. Elle est vieille, cheveux blancs, yeux fatigués, mais elle sourit. Il l'a peinte d'après la vidéo de la clé USB, la vidéo. Il ne l'a montrée à personne. Il la porte en lui comme une balle. Flashback, la vidéo Véronique, dans une chambre d'hôpital à Buenos Aires. Perfusion au bras. Voix faible. « Salut, toi. Si tu regardes ça, c'est que tu es venu. Ou que tu as hésité. Peu importe. Je vais mourir. Pas de drame. J'ai eu une belle vie. Une vie que tu m'as rendue possible. Je ne regrette rien. Sauf une chose. Je ne t'ai jamais dit la vérité. La vraie. » Elle tousse. Elle reprend. « J'étais enceinte. De toi. Quand je suis partie. J'ai accouché à Buenos Aires. Une fille. Je l'ai appelée Luna. Tu es père. Tu es libre. Tu es vivant. Merci. » L'image s'éteint. Il a pleuré. Il a brûlé la clé USB dans la cheminée de Marthe. Il n'a rien dit. Il a peint. Retour au vernissage. 20h47. Un homme en costume gris s'approche. Grand, cheveux poivre et sel, regard fatigué. Olivier, son père. Emmanuel se fige. Olivier tend la main. « Félicitations, Émile. » Emmanuel ne prend pas la main. « Tu n'as pas le droit d'être ici. » Olivier baisse la tête. « J'ai vu l'exposition dans le journal. Je voulais voir ce que tu es devenu. » Emmanuel rit, froid. « Ce que je suis devenu? Un homme que vous avez jeté, comme un déchet. » Jeanne arrive derrière, en larmes. « Emmanuel? » Il recule. « Ne m'appelez plus comme ça. Je suis Émile. Émile Valois. Vous avez signé les papiers. Vous m'avez effacé. » Olivier sort une enveloppe. 500 000 € sur un compte à ton nom. Pour tes études. Pour ta vie. On ne demande rien. Juste qu'on sache que tu vas bien. Emmanuel prend l'enveloppe. Il la déchire. Les morceaux tombent comme des confettis. « Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai vendu mes toiles. J'ai payé mes dettes. J'ai une vie. Vous, vous avez une entreprise. Gardez-la. » Il se tourne vers la foule. Il monte sur une caisse. Il parle fort. Cette exposition s'appelle « Le feu et la neige ». Elle raconte une histoire d'amour, de perte, de renaissance. Elle raconte un garçon qui a tout perdu et qui a tout retrouvé, dans la peinture, dans la liberté, dans le silence. Merci à Marthe, merci à Léo, merci à vous tous, et merci à Véronique, où qu'elle soit. Applaudissements, larmes, flash. Il descend, il sort, il marche jusqu'au lac. Il s'assoit sur un banc, il sort la photo de la boîte à chaussures. Véronique et lui dans le café. Il la regarde longuement. Un petit bruit.
Une fillette s'approche. 4 ans. Cheveux noirs. Yeux verts. Elle tient un ballon rouge. Elle le regarde. Elle sourit. Elle tend le ballon. Il le prend. Il sourit. Il ne sait pas qui elle est. Il ne saura jamais. Mais il sait. Il attache le ballon à son poignet. Il se lève. Il marche. Il ne regarde plus en arrière. Il est père. Il est artiste. Il est libre. Et le livre se ferme. Pas avec un happy end. Avec un vrai end.